Dans un camp militaire austrien, 30 otages alliés de la VIP attendent anxieusement leur mort. Parmi eux, le nez de Winston Churchill, des membres de la famille royale britannique et d'autres personnages invalides. C'est l'avril 1945 et la Troisième Reich s'effondre. Mais ils se demandent toujours s'ils seront utilisés par les Allemands en tant que vaisseaux de bargain ou s'ils seront exécutés sans hésitation. Tout d'un coup, un énorme Mercedes noir s'étend vers les portes du camp. Un personnage menaçant s'approche, dans un uniforme SS parfaitement pressé, avec des insignes de haut rangement. C'est SS Obergruppenführer Gottlob Berger, l'un des 12 apostoles de Hitler. Ces hommes l'appellent le Dieu, et il est là pour jouer à Dieu avec les vies de ses prisonniers. Le son de l'artillerie américaine s'écoule de plus en plus fort à chaque minute passée. Mais Berger est venu pour faire son dernier mouvement machiavélique. Comme d'autres jeunes hommes, Gottlob Berger a été tué par les jambes de la Première Guerre mondiale en 1914. Il est devenu lieutenant de l'armée, a été blessé 4 fois et a gagné la première classe de la Croix d'Iron. À la fin de la guerre, il était considéré 70% en saint. Mais au lieu de regretter, il sentait qu'il avait découvert son vrai appel. Le chaos du combat, la lutte commune, avait éveillé quelque chose de primal à l'intérieur de lui. Berger retourne à la vie civile en tant qu'instructeur de l'éducation physique. Mais il a du mal à trouver son objectif. Dans les années 1920, il a trouvé des esprits d'amitié dans l'équipe nazie en 1931. Il s'est rassemblé à l'armée de lutte sur la rue, le Sturmabteilung, dessiné par la promesse de la violence révolutionnaire. Mais Berger a dépassé les ambitions de l'organisation et, en 1933, sa carrière d'essai s'est arrêtée. Au cours des prochaines années, il a travaillé en tant qu'inspecteur de l'école, puis en tant qu'officier supérieur pour la ministère régional de la culture. Mais en 1936, il a été donné l'opportunité de rejoindre une autre organisation, la Schutzstaffel, ou la SS. Contrairement au chaotique de la SS a été envisagée par son leader, Heinrich Himmler, comme une organisation élite disciplinée. À l'origine, elle a servi comme garde-sœur personnelle de Hitler. Mais maintenant, Himmler a essayé de la transformer dans quelque chose de plus ambitieux, avec ses propres unités militaires, ses fonctions de police et son appareil administratif. Pour un ancien officier comme Berger, qui appréciait l'efficacité organisationnelle, la SS a offert une structure professionnelle où ses compétences administratives seraient priées. Voyant son talent, Himmler a rendu Berger le chef de l'office de sport sur son personnel. Mais la SS a rencontré un problème critique qui a menacé son existence. Il a failli catastrophiquement abandonner son équipement de recrutement. Le Wehrmacht a contrôlé le débat, recrutant les meilleurs jeunes pour lui-même, tout ce qu'il restait de l'SS, peu à peu ce qu'il voulait construire. Il a besoin de quelqu'un pour résoudre cette crise fondamentale, et il a supposé que Berger était juste le type pour le travail. Himmler a apporté Berger le chef de l'office de recrutement de l'SS en juillet 1938, et il a commencé à révolutionner l'ensemble du système. Il ne pouvait pas compéter avec le Wehrmacht pour les recrues officielles, alors il a créé sa propre pipeline, la Hitlerjugend. Même si d'autres leaders de l'SS se sont concentrés sur les adultes, Berger reconnaissait que les jeunes étaient la clé de l'avenir. Il a négocié des accords cruciaux avec le leader de la Jute, Balde von Schirach, en créant ce qu'il appelait une relation de travail et de guerre qui donnait à l'SS l'accès préférentiel aux jeunes hommes avant qu'ils n'atteignent même l'âge militaire. Berger a établi 17 stations de recrutement partout en Allemagne, chacune une opération sophistiquée conçue pour identifier, cultiver et insinuer des membres potentiels de l'SS. Ils approchaient les volontaires potentiels individuellement, racontant les histoires du statut d'élite de l'SS et des missions spéciales. Les hommes de Berger empêchaient les principes fondamentaux de l'SS, que les Allemands étaient un peuple sans espace d'habitation adéquat, que la guerre était une lutte entre les idéologies opposantes et que l'SS représentait la défense ultime de la liberté allemande. Le service de l'SS était présenté comme un honneur extraordinaire réservé à un peu de gens. Au cours de 8 mois, Berger avait trouvé 32 000 nouveaux recrues, plus que le général de l'SS avait réussi à en recruter en plusieurs années. Son succès était si dramatique qu'il avait permis l'objectif le plus ambitieux de Himmler, de créer l'SS Waffen, des unités armées de l'SS qui se battaient comme formations militaires élites à l'assistance de l'armée allemande. La Wehrmacht était forcée de formellement reconnaître ces soldats de l'SS comme une force militaire légitime. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Berger avait prouvé qu'avec la bonne combinaison de manipulation, de conneries bureaucratiques et de ferveur idéologique, il pouvait gouverner une armée de rien. Parmi ses collègues officiels de l'SS, Berger avait gagné une réputation qui se basait sur la révérence. Ils l'ont nommé Der allmächtige Gottlob, un jeu sur les mots allemands pour le Dieu, et il a été vu comme l'un des 12 apostoles de Hitler, le cercle intérieur du Führer. Mais la guerre et l'expansion du territoire occupé par l'Allemagne qui l'a accompagné demandaient de plus en plus de manœuvres de l'SS. Berger, encore une fois,
devait penser à l'extérieur. La Wehrmacht avait mis des limites strictes sur le nombre de recruteurs que les SS pouvaient accueillir à l'intérieur de l'Allemagne, mais il n'y avait pas de restriction sur l'accueil d'autres territoires. Berger, qui a été promu à la tête de l'office principal de l'SS en décembre 1939, a proposé à Himmler qu'il devait taper dans les populations d'autres nations. Beaucoup de pays européens avaient des nombres significatifs d'Allemands ethniques, connus comme Volksdeutsch. En mai 1940, Berger Son-in-Law, Andreas Schmidt, lui a aidé à extraire plus de 1000 volontaires Volksdeutsch de l'Allemagne centrale. Cependant, Berger avait d'autres ambitions. Lorsque les forces allemandes s'étouffaient à travers l'Europe, il a vu l'opportunité d'améliorer les ranks de l'SS avec des hommes des territoires récoltés. Au début, Hitler était sceptique de recruter des étrangers dans l'SS racialement pur. Mais Berger était persuasif et Himmler a soutenu son plan ambitieux sur la condition qu'il n'accueille que des hommes de ceux qui étaient considérés comme des peuples allemands. Mais maintenant, Berger devait trouver un moyen de convaincre les étrangers de se réunir avec les invaseurs qu'ils avaient juste combattus. Des campagnes de propagande sophistiquées ont été développées. En Scandinavie, les recruteurs ont emphasisé la supériorité raciale nordique et la lutte contre le communisme. Dans les Pays-Bas, ils ont promis l'autonomie et le statut spécial dans le nouveau ordre allemand. En juin 1940, des volontaires danois et norvégiens ont formé le régiment SS Nordland et des recruteurs Dutch et Flemish ont créé le régiment SS Westland. Berger avait trouvé la solution à la problématique du pouvoir de l'SS. En fin d'année 1940, il a établi un camp d'entraînement spécial à Sennem, dans l'occupation d'Alsace, où les recruteurs non allemands pouvaient être physiquement conditionnés et idéologiquement indoctrinés avant de rejoindre les unités de l'SS. En juin 1941, l'Allemagne a invadé l'Union soviétique. Pour avoir suffisamment d'hommes pour couvrir la frontière occidentale, Hitler a autorisé une plus grande recrute. Ceux des peuples dramatiques resteraient sous contrôle de l'SS, alors que d'autres régiments nationaux composés de Français, Espagnols et Croates, considérés moins purement racialement par les nazis, seraient assignés au Wehrmacht. La création des régiments nationaux, qui porteraient leurs propres symboles nationaux au lieu des runes de l'SS, n'a pas seulement fait plus facile pour Berger de convaincre les étrangers de rejoindre la cause allemande sans compromettre leurs idées patriotiques, mais aussi une vindication de son esprit que la flexibilité idéologique et le manœuvrement bureaucratique pouvaient servir les objectifs nazis mieux que la doctrine raciale. Le succès a rendu Berger indispensable à Heinrich Himmler. Il était maintenant l'un des chefs d'architecture de l'empire de terre de l'SS. Lorsque les Allemands ont continué leur poussée vers l'Europe occidentale, les hommes de la Waffen-SS que Berger et d'autres soldats armés se sont retrouvés déçus. Ils ont été appelés « opérations antipartisanes » et étaient en réalité peu plus que des campagnes de meurtre en masse contre des populations civiles, conçues pour dépopuler des vastes slots de territoire occidental européen pour faire de l'habitacle pour les étrangers allemands. Hitler et Himmler ont délibérément choisi les SS pour ces tâches, précisément à cause de leur fanatique indoctrination idéologique. Berger a accepté cette brutalité et a activement protégé ceux qui l'ont porté. En janvier 1942, il a réussi à lobbyer pour que son ancien collègue de la Première Guerre mondiale, Oskar Durlevanger, soit formellement incorporé dans la Waffen-SS comme sous-commandant de la SS de Durlevanger. Ce n'était pas une formation militaire ordinaire. Elle était composée en grande partie de criminels convaincus et de soldats déployés spécifiquement pour exécuter le plus abominable acte de l'occupation nazie. Opérant principalement en Pologne occupée par l'Allemagne et l'Europe occidentale, les hommes de Durlevanger avaient une réputation d'extrême brutalité et de violence sadistique. Éventuellement, la cruauté de Durlevanger était vue comme trop barbarique, même par les standards nazis, et un juge de la SS a demandé une garantie pour son arrêt. Mais Berger a intervenu personnellement pour protéger son ancien ami, en lui disant « Un pays sauvage ne peut pas être gouverné d'une manière décente ». Berger était devenu l'emboîtement vivant de la ruthlessness de la SS. Par contre, comme souvent, les pertes de la SS se montaient sur la frontière occidentale, les méthodes de recrutement de Berger devenaient de plus en plus coercitives. Les jours de propagande persuasive et des appels à l'idéalisme donnaient lieu à des conscriptions et à des menaces. Dans les territoires occupés, ces recruteurs entouraient les jeunes hommes en service. Ceux qui s'y résistaient face à l'emprisonnement ou pire. Même si cela a aidé indéniablement à améliorer les rangs, il y avait de grandes concernes dans la SS que la qualité des recruteurs diminuait significativement. Un parcours de recrutement en Hongrie, entre mars et mai 1942, nommé uniquement à Volksdeutsch, a réussi à extraire 16 500 hommes. Mais beaucoup sont devenus d'autres Hongariens ethniques, médicalement insuitables ou reluctants à servir. Berger n'a pas l'air de s'en soucier. Pour lui, les chiffres étaient tout ce qui comptait à ce moment-là. Au lieu, ses solutions aux problèmes étaient maintenant aussi créatives que cyniques. En novembre 1942, il a proposé la création d'une nouvelle division hongarienne de la SS, qui pourrait être financée par le vendre des permis d'émigration aux Jeux slovaques tentant de quitter leur pays face au terrorisme de l'Holocauste.
Le plan ne s'est pas amélioré, mais c'était une démonstration des opportunités pragmatiques qui allaient définir l'attitude de Berger. En février 1943, il a signalé un point de retour dans la guerre, tandis que les Allemands ont suffi une défaite catastrophique à Stalingrad. Dans l'après-midi de la catastrophe, Berger a dit à Himmler que la SS avait besoin d'un entraînement idéologique plus puissant pour maintenir la morale face aux défaites. Le résultat était une série de pamphlets sur l'idéologie raciale, dont Der Untermensch, un subhumain, qui décrivait certains peuples comme spirituellement et mentalement plus bas que les animaux. La propagande était plus vicieuse que jamais, pour déhumaniser l'ennemi et justifier l'incroyable nature de la guerre. Mais même lorsque ces pamphlets s'étaient cassés, Berger a décidé d'abandonner complètement les principes raciaux qu'il promenait. L'urgence était trop grande, la casualité trop lourde, ou la purité raciale plus importante. Maintenant, la SS a commencé à former des unités de tout ce qu'il pouvait, irrespectives du background ethnique. La 13e division de la montagne de Vafan, en char, était entièrement composée de musulmans bosniens, alors qu'en avril 1943, la 14e division de la Grenadier de Vafan a été formée par des nationalistes ukrainiens, parmi les mêmes peuples que Himmler avait appelés des subhumains il y a quelques mois. L'hypocrisie était incroyable, mais Berger a compris que l'idéologie n'était qu'un outil à utiliser quand convenable, et qu'il ne l'était pas. En avril, son désespoir a atteint de nouvelles hautes. Au-delà des objections du ministre Albert Schmer, le ministre de l'Armement et de la Production d'armes, Berger a commencé à recruter directement des travailleurs étrangers dans le Reich. En avril, il a recruté plus de 8000 de ces travailleurs pour la SS de Vafan, en les séparant de leur outil de fabrication d'armes déjà étranges. À la fin de 1943, une carte de la SS de Vafan était composée de volontaires non allemands et conscripts. Quand on lui a demandé la sagesse de envoyer des recrues étrangères à Paris pour l'Allemagne, il a simplement répondu que pour chaque soldat qui est tombé, il n'y a pas de mère allemande. La situation a continué d'améliorer pour le Reich. En 1944, Berger descendait en criminalité. En juin d'après-midi, on a vu l'implémentation d'un de ses projets les plus controversés. Le code nommé Oyaktin, qui traduit en action de poisson. L'opération a appelé à l'arrestation systémique de 50 000 enfants européens entre l'âge de 10 et 14 ans. Ces enfants seraient détruits de leur famille et transportés en Allemagne pour servir les travailleurs forcés dans la machine de guerre nazie. Très bientôt, Berger s'est rendu compte d'une nouvelle responsabilité qui augmenterait son complicité dans les atrocités nazies. Le 20 juillet, après l'attentat d'assassinat sur Hitler, le régime coupé est devenu un des personnes les plus confiées. Himmler a été donné le contrôle de l'armée de remplacement et a immédiatement délégué l'administration de tous les prisonniers de guerre allemands à Berger. Il était maintenant en charge de des centaines de milliers de soldats alliés capturés. Mais le mois suivant, il serait donné un autre rôle. Le 23 août, une révolution s'est déroulée en Slovaquie contre le gouvernement allemand. Le 31 août, Berger a été apporté en commandant militaire en Slovaquie avec des ordres de détruire la rébellion et de restaurer l'ordre. Pour la première fois dans sa carrière, l'administrateur, le maître Minde, devait se prouver comme commandant. Il a été donné 10 000 hommes contre une armée de rebelles de 47 000 soldats qui défendaient le terrain montagneux qu'il connaissait intimement. Les résultats étaient rapides et humiliants. Les forces de Berger ont fait peu de progrès contre les rebelles slovaques déterminés. Le Prize a continué de se répandre et au mois de septembre, il a réussi à pacifier seulement la Slovaquie-Ouest et la Valdava. La main de la révolte forte restait intacte et les insurgés ont réussi à s'enfermer les forces allemandes qui étaient nécessaires à l'extérieur. Le 19 septembre, après moins de 3 semaines en commande, Himmler a remplacé Berger avec un commandant de la police SS qui a éventuellement détruit la révolte avec des troupes additionnelles et des méthodes brutales. Pour Berger, c'était une défaite étonnante. Mais le régime nazi avait toujours de l'aide pour ses compétences organisationnelles. Peut-être immédiatement après sa faillite à Slovaquia, Berger a été apporté comme l'un des 2 chefs de staff du Volkssturm, l'attentat d'Hitler de créer une milice civile de la population féminine restante en Allemagne, principalement des hommes et des garçons adolescents. Janvier 1945 a amené l'hiver le plus froid des décennies à l'Europe centrale. Les températures ont augmenté jusqu'à 13 degrés Fahrenheit et les blizzards ont traversé le paysage froid. C'était dans ces conditions que Berger avait le droit d'adopter l'un des plus bruts chapitres de la guerre. Lorsque les forces soviétiques ont lancé leur offensive massive le 12 janvier, avançant rapidement à travers la Pologne et l'est de la Prussia, les autorités allemandes ont commencé à évacuer les prisonniers de camps de guerre. Plus de 257 000 prisonniers alliés de l'Ouest étaient tenus dans les camps militaires allemands, scattés à travers les territoires occidentaux. Au lieu de les laisser libérer par l'armée rouge, l'administration Berger les a ordonnés de marcher à l'ouest. Les premières évacuations ont commencé le 19 janvier et ont été réunies par les camps à travers la Pologne. Des prisonniers, beaucoup d'entre eux déjà faibles par des années de captivité, ont été forcés de marcher dans des températures sous zéro,
avec des vêtements inadéquats et virtuellement pas de nourriture. Ils marchaient entre 10 et 25 km par jour, dorant dans les arbres, les churches ou simplement dans l'escalier ouvert. Certains avaient des chaussures adéquates, d'autres avaient les pieds dans des sacs et d'autres marchaient sans pieds dans l'escalier. À la fin du mois de février, Berger avait plus de 80 000 prisonniers alliés qui marchaient vers l'ouest, à travers le Reich en collapse. Lorsque les marches de mort, nommées grignotantes, ont continué, en mars et avril 1945, les gardes qui escortaient les prisonniers de Berger ont dit qu'ils avaient été abandonnés pour s'occuper d'eux-mêmes sous des conditions impossibles. Ils avaient souvent atteint les jonctions de la route, où les trains promis avaient été en retard ou commandés pour des raisons militaires, les forçant à continuer les marches sans direction sur les pieds. Lorsque le Troisième Reich a entré dans ces dernières semaines, le rôle de Berger en tant qu'administrateur des marches de la POW l'avait rendu complice dans l'un des plus brutaux épisodes de la guerre. Des milliers de prisonniers alliés avaient perdu leur vie sous le système qu'il a coordonné. Mais Berger se préparait pour une dernière performance calculée. Le soir du 12 avril, des troupes de la SS arrivaient à la porte du château de Colditz. Les prisonniers à l'intérieur avaient passé le jour en écoutant la feuille de feu américaine, sachant que la libération n'était qu'une heure loin. Au contraire, ils ont regardé les soldats allemands former une double ligne à l'extérieur de la forteresse. La SS venait pour un groupe spécifique de prisonniers, les promenantes. Ce sont les proches des leaders alliés de haut niveau. Gilles Romilly, fils de Winston Churchill. Viscount Lucelle et le maître d'Elphinstone, les proches de King George VI et d'autres aristocrates et personnages importants. Les prisonniers avaient longtemps espéré que ce jour viendrait, en peur qu'ils soient utilisés comme otages dans l'étoile bavarienne de Hitler. Avant minuit, le 13 avril, 30 prisonniers ont été emplacés dans 2 bus de ramshackle vers l'est, à travers les ruines fantômes de Dresden, détruits il y a quelques mois plus tôt dans des bombes alliées, et finalement arrivés à un camp militaire en Austrie. C'est là qu'ils ont rencontré le Führer de la SS Obergruppenführer, Gottlob Berger. Il est arrivé dans un énorme Benz Mercedes noir, une figure formidable dans son uniforme. Berger a rassemblé les prisonniers et a fait un annoncement dramatique. Il ne revient que de Berlin, a-t-il dit, d'une rencontre personnelle avec Adolf Hitler. Le Führer lui a commandé personnellement de les exécuter. Les prisonniers ont attendu en silence intense, alors que Berger a laissé les mots s'accrocher. Ensuite, après une pause calculée, il a délivré sa surprise. Il n'avait pas l'intention de suivre cet ordre. Au lieu, il les a escortés en sécurité vers les lignes alliées et les a envoyés personnellement. Une voyage dangereuse à travers les vallées d'Austrie a commencé, car le convoi s'inquiétait constamment des attaques de l'air allié. Ils ont aussi peur des SS unités rogues dans les montagnes, qui pourraient être enthousiastes de porter la parole originale de Hitler. Sûr de son ordre, Berger a délivré le promenadeur en sécurité aux forces américaines à Innsbruck. En sauvant les vies de son fils enfant et de la Royaume britannique, il espérait avoir sécurisé la meilleure politique d'assurance possible pour les trials de crimes de guerre qui étaient certainement à suivre. Le 7 mai, l'Allemagne a surrendu sans condition aux forces alliées. Le Troisième Reich, que Berger avait servi si fièrement, était officiellement terminé. Mais il restait à large dans le chaos de l'Alpe bavarienne en collapse. Il commandait les restes du 13e corps de l'armée, des fragments des divisions SS qu'il a aidé à recruter au cours des années, y compris des morceaux de la 17e division de la Panzergrenadier et de la 35e division de la police de la SS. Berger savait que sa situation était inespérée. Contrairement à de nombreux leaders nazis, qui ont choisi la résistance futile ou pour prendre leur propre vie, il a pris une décision pragmatique. Il se surrendait séparément aux forces américaines, évitant d'être capturé par les troupes soviétiques, qui ne donnaient pas de merci au commandant de la SS. Le 9 mai, il a réussi à trouver un commandant régimental de la 101e division aéronautique et a formellement surrendu aux forces américaines. Le lendemain, il a été arrêté et mis en garde à lié. Maintenant, le homme qui avait passé sa carrière en gérant les FAT d'autres personnes découvrait sa propre. 2 ans après son arrêt, Berger restait en garde à lié pendant que les prosecuteurs préparaient leur cas contre lui. La taille des crimes nazis n'était toujours pas découverte et son rôle dans la hiérarchie de la SS l'a rendu un candidat principal pour les procédés de crimes de guerre qui suivaient Nuremberg. Le 18 novembre 1947, le dernier indictement a été mis en place contre Berger et ses collègues dans ce qui s'appelait le procès des ministres. Les procédés ont commencé le 6 janvier 1948. Berger a vécu 8 comptes de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Les charges étaient dévastatrices. La complicité dans le meurtre des prisonniers de guerre, la participation dans le système de camps de concentration, l'enslavage des enfants grâce au programme de Hoyaktin et la participation dans les organisations criminelles. Les procédures ont fait leur travail. Elles ont produit l'évidence que Berger avait été présent au discours infameux de Heinrich Himmler le 19 octobre 1943 à Posen,
où le Reichsführer de la SS avait expliqué l'extermination des Juifs européens. Lorsque le Conseil de défense de Berger a déclaré que son client n'avait pas compris le mot « extermination » pour référer aux Juifs, les prosecuteurs ont présenté ses propres écrits de guerre, contradisant sa défense. Lors des marches, la défense de Berger a essayé de lui montrer qu'il ne suivait pas les ordres et les conditions de la Convention de Genève. Il a dit que Hitler avait ordonné l'exécution des prisonniers et que les déplacer vers l'Ouest protégeait leur vie. Il a insisté qu'il avait protesté contre les décisions et qu'il n'avait pas de pouvoir ou d'autorité pour contraindre ou éviter l'ordre. Les prosecuteurs se sont rencontrés avec la réalité brutale de ce qui s'était passé sous son gouvernement. Des milliers ont succédé sur ces routes froides et tout a été conduit sous l'autorité du défendant Berger, chef des affaires de prisonniers de guerre. Mais le cour a aussi entendu l'évidence de son intervention pour sauver le promenade. Les prosecuteurs américains ont acknowledgé que Berger avait dénoncé les ordres directs de Hitler pour exécuter les prisonniers alliés de haut niveau, potentiellement sauvant leur vie à grand risque personnel. Le 13 avril 1949, le verdict a été annoncé. Berger a été acquitté sur certaines comptes, mais convaincu sur d'autres, y compris l'exécution du général français Gustave Mesny, participation dans le programme de camps de concentration et son rôle dans la conscription de nations étrangères. Il a été condamné à 25 ans d'emprisonnement. À l'âge de 52 ans, l'ancien professeur et commandant de l'SS a passé le reste de sa vie derrière les barres pour son rôle dans la construction et l'administration de la machine de terrorisme et du génocide de la Nouvelle-Zélande. Même derrière les barres, Berger n'a pas abandonné son talent pour la manœuvre bureaucratique. Le 31 janvier 1951, le haut-commissaire américain John J. McCloy a réduit son sentence de 25 à 10 ans, citant l'intervention pour sauver le prominente en tant qu'évidence de son personnalité. En décembre 1951, après avoir servi seulement 6,5 ans à la prison de Landsberg, Gottlieb Berger est libéré. Il est revenu à sa native, Baden-Württemberg, et s'est réuni dans la vie civile en tant qu'administrateur d'une factory de cartonnerie, une occupation modeste pour quelqu'un qui avait orchestré les mouvements de milliers de soldats à travers l'Europe. Mais même en retirement, Berger ne pouvait pas complètement abandonner ses anciennes allégeances. Il a contribué à des articles pour Nation Europa, publiés à Coburg, et a également écrit des morceaux encourageant la NATO à donner plus de considération aux anciens membres de l'SS-Waffen. La guerre froide a créé de nouveaux ennemis, et Berger a argué que l'Ouest bénéficierait de l'expérience des hommes qui ont combattu contre le communisme sur la frontière occidentale. C'était une dernière démonstration de son capacité à adapter l'idéologie aux circonstances. Le pragmatisme, pas le principe, avait toujours été son étoile. Berger est mort le 5 janvier 1975 à Gerstetten, la même ville de Baden-Württemberg où il est né il y a 78 ans. Les obituaires l'ont simplement décrit comme un ancien soldat et commerçant, sans mentionner son rôle dans l'un des plus sombres chapitres de l'histoire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner